Avant de plonger, laissez-moi un petit coucou dans les commentaires. Ça peut paraître anodin, mais croyez-moi, ça aide vraiment YouTube à partager cette histoire avec plus de fans de science-fiction comme nous. J'aimerais bien voir qui regarde. Une onde a traversé l'ionosphère, une secousse brutale à basse fréquence qui a frappé les instruments orbitaux quelques millisecondes avant que le ciel de l'hémisphère sud ne s'assombrisse. Les satellites civils se réalignèrent avec une précision incertaine, se mettant en sécurité. Les systèmes météorologiques se brouillaient. Puis vint l'ombre. La volonté du Dotarn émergea sans prévenir. Son blindage de coques d'obsidienne enveloppé de glyphes bleus changeants, une construction titanesque plus vaste que n'importe quelle ville terrestre, se déplaçant telle une montagne poussée par des mains invisibles. Il a projeté sa présence dans le ciel de l'océan Indien, entrant en orbite basse sans autorisation, sans protocole, sans avertissement, pas de signal d'arrivée, juste l'arrivée. À Sydney, la circulation s'est arrêtée à mi-intersection. À Johannesburg, les écoliers regardaient vers le haut à travers les fenêtres des cours de récréation. À travers les îles, les déserts, les côtes et les territoires océaniques, la lumière s'est estompée et le silence s'est installé. Puis, tous les canaux de diffusion terrestres, analogiques, numériques, militaires, privés, cryptés, furent écrasés. Sur le pont du Volonté de Dotan, l'exécuteur testamentaire Vilantizar se tenait immobile comme un fer. Grand, squelettique, enveloppé dans une carapace noire segmentée qui miroitait faiblement de chaleur interne. Le crâne allongé et les yeux de cristal ambrés de son espèce, les Ragvek, étaient immobiles, tels des yeux de verre sculptés, pointus et creux. À sa gauche se tenait la haute diplomate Jouranel des Volari, vêtue de plusieurs couches de tissu cérémoniel entrelacées de fils d'argent, de hautes bottes lacées jusqu'aux hanches et d'un cercle de métal blanc en forme de vigne épineuse enroulé autour de ses tempes couronnées. Elle cligna lentement des yeux, le menton relevé, la légère moue de ses lèvres trahissant sa satisfaction avant même le début du message. La voix de Veilin, lourde de rituels et du poids d'un empire vieux de 3 millénaires, résonna sur la transmission avec une cadence délibérée. Ce message est émis au nom du dynaste éternel du domaine Zorak et de l'accord Starfold. L'humanité sera désormais intégrée à l'ordre astellaire. Un tribut sera attendu. Les infrastructures seront corrigées. La soumission est synonyme de paix. La caméra s'élargit lentement, révélant derrière lui un long arc de cercles d'officiers subalternes, des espèces extraterrestres aux physiologies variées, certaines recouvertes d'exosquelettes irisés, d'autres fines et translucides, dotées d'augmentations crâniennes et de bouches jumelles. Ils portaient tous l'uniforme noir et or du commandement impérial, l'uniforme commun qui, ils ont effacé leur origine et les ont liés dans une volonté unique. L'émission a pris fin. À Brasilia, Paris, Chicago, Kyoto et Nairobi, le chaos s'est répandu comme une traînée de poudre. Les émissions d'urgence se sont disputées le temps d'antenne contre le décret impérial désormais en boucle. Les familles se sont rassemblées autour des murs intelligents, des ordinateurs de poche, des flux vidéo. Les analystes spéculaient en temps réel. Était-ce un canular? Une simulation? Un test? Personne ne répondit. Mais quelqu'un le savait déjà. À 5 kilomètres sous la croûte himalayenne, dans une structure scellée connue uniquement sous le nom de base Erebo, le message s'arrêta de diffuser sur un écran holographique, sans aucun son. La pièce resta silencieuse un instant. Personne ne bougea. Personne ne paniquait. La projection holographique de la table montrait un modèle 3D précis de la volonté du Dotarn. La projection holographique de Hubble montrait un modèle 3D précis de la volonté du Dotarn, rendu en temps réel. Sa trajectoire était marquée, sa distorsion gravitationnelle tracée, les rapports de masse pulsés en bleu. Un écran secondaire avait déjà terminé l'analyse du dialecte extraterrestre, l'étiquetage des structures syntaxiques et le catalogage des marqueurs idiomatiques. Le système l'a signalé comme, selon un langage rituel répété, compatible avec 3 annexions antérieures. Des superpositions de compression atmosphérique brillaient sur son flanc. Le major Noah Philbin se tenait les bras croisés, observant les données de télémétrie satellite émises depuis des points orbitaux situés le long de l'équateur. Ils ont contourné les réseaux de relais extérieurs, a-t-il dit d'une voix égale. Les satellites militaires ont capté les 15 secondes précédant la panne d'électricité, une distorsion gravitationnelle cohérente avec l'entrée en masse de classe D. Ils n'ont jamais cligné des yeux à l'approche, Miko. Trop confiante.
marmonna, les yeux toujours fixés sur son écran. Dr. Amiko Tanaka était perché au bord de la station de contrôle secondaire, une botte sur la base de son tabouret, mâchant de la mangue séchée. Ses longs cheveux noirs étaient attachés en une tresse grossière et ses manches retroussées jusqu'au coude. Des flux de données se reflétaient dans ses lunettes. Elle pointa nonchalamment un scan rotatif du profil de puissance du Dotarn. « Ce bordé de coques s'efforce d'être impressionnant, dit-elle, tout en continuant à laisser échapper de la chaleur par ses nœuds arrière. Et regardez, les écoulements des capteurs. Attendez. Oui. Ils utilisent des transpondeurs à faisceau en cascade. Vintage. Ricana Philbeam. Ils apportèrent un vaisseau trône, un monument habillé comme une arme. Au fond de la salle, le commandant Otto Bertrand ne dit rien. Il fixait la projection avec ce genre d'immobilité qui faisait baisser la voix. Grand, les épaules carrées, de courts cheveux argentés plaqués contre les tempes, son uniforme noir et sans marque, à l'exception d'une unique ligne argentée au col. Un léger carillon retentit. Une console actualisée avec des retours d'impulsion depuis une orbite profonde. Les yeux de Bertrand restèrent immobiles, mais sa voix perça la pièce. Le code Oméga était activé. Philbin activa immédiatement son terminal. Réseau fantôme en cours de connexion. Cluster de défense mondiaux en panne. Ressources stratégiques disparaissant des scans ouverts. Maintenant, au NORAD, un opérateur cligna des yeux, tandis que 10 signatures orbitales stratégiques disparaissaient de son interface. Il tapota 2 fois, redémarra. Rien. À Moscou, les écrans d'alerte du commandement aérospatial devinrent statiques. À Tel Aviv, un général se contenta de marmonner. Ils ont disparu. En un instant, des dizaines de centres de commandement à travers le monde s'obscurcirent. Les réseaux optiques en orbite terrestre commencèrent à réorienter leurs protocoles. Les relais de communication longue portée passèrent silencieusement en mode de transmission à verrouillage quantique. Aucun mouvement ne fut visible pour le public. Tanaka esquissa un demi-sourire. Le public pense encore qu'il s'agit du premier contact. Bertrand tourna enfin son regard vers la projection de l'énorme vaisseau extraterrestre, qui survolait désormais directement le sous-continent indien. Les lumières sur ses ponts inférieurs pulsaient comme des villes pâles. « Ils se la pètent !» dit Philbin, essayant d'intimider. « Laissez-les faire !» dit Bertrand. À Genève, le Conseil de sécurité de l'UEG s'est empressé de mettre en place des protocoles d'urgence. À Ankara, les réserves d'énergie ont été redirigées vers la surveillance par satellite. À São Paulo, des drones ont décollé de fermes verticales, filant vers le ciel en direction d'une menace qu'ils n'étaient pas censés affronter. Mais la base d'Erebo est restée immobile. Bertrand s'avança enfin, les bras derrière le dos, observant la maquette orbitale tourner une fois de plus. La volonté du Dotarn, planant tel un spectre au-dessus de la Terre, n'avait pas changé de cap. L'analyse orbitale de la projection indiquait qu'aucun système de ciblage n'était actif, aucun bouclier levé, aucune arme amorcée. Ce n'était pas une position de combat, c'était une présomption. Ils nous prennent pour des ornements, dit Miko. Philbin s'appuya des 2 mains sur la table. Confirmons-nous la présence visuelle ? Bertrand se tourna vers la console de contrôle et composa une ligne d'accès direct. Confirmez que tous les vecteurs de diffusion civile sont surveillés, dit-il. Mais n'intervenez pas, laissez le spectacle se dérouler. À la surface, des milliards de personnes restaient figées, mêlées de crainte et de crainte. Les gouvernements prenaient position, les commentateurs spéculaient, mais aucun n'avait de réponse. Le monde était figé sous l'ombre. À l'intérieur de la base d'Erebo, en revanche, le silence n'était pas dû à la peur. C'était un calcul. Le regard de Bertrand parcourut une dernière fois les données de télémétrie, puis se tourna vers ses 2 compagnons. Miko haussa un sourcil. Philbin hocha légèrement la tête. Puis, Bertrand laissa un léger sourire se dessiner au coin de ses lèvres. Ils nous prennent vraiment pour des agriculteurs avec des radios ? Rappelons-leur quel genre d'agriculteurs nous sommes. Alors que la diffusion impériale se propageait sur les réseaux publics terrestres, la volonté de Dotarn lança sa première manœuvre, dépêchant un vaisseau diplomatique vers la surface de la planète. Leur hypothèse était claire. La prochaine étape serait la soumission. La rampe s'ouvrit en sifflant,
libérant une vague d'air pressurisé qui se répandit dans la chaleur sèche de l'intérieur australien. Un vent brûlant soulevait la poussière sur les jambes d'atterrissage de la navette impériale, qui brillait comme du verre d'obsidienne sous le soleil de midi. C'était une machine élégante. Des bords incurvés, des marques cérémonielles et des propulseurs luisaient encore faiblement après la descente. L'ombre qu'elle projetait était nette et précise. Après la descente, l'ombre qu'elle projetait était nette et précise. La haute diplomate Churanel descendit la première. Ses bottes claquèrent contre la plateforme avec une grâce calculée. Elle était grande, presque 2 mètres, avec une peau violette lumineuse et des traits anguleux. Ses pommettes hautes, semblables à celles d'un volari, étaient encadrées par des plaques faciales argentées et une fine crête qui s'incurvait vers l'arrière telle une lame cérémonielle. Sa robe scintillait de fils tissés, chaque fil palpitant doucement sous la lumière. Derrière, elle se trouvaient 2 gardes d'honneur d'Otarn. C'étaient d'énormes créatures aux larges épaules de la lignée des Syrex. Armure plaquée d'un noir brillant, membres articulés épais et lourds, masques respiratoires moulés dans les mâchoires hargneuses de prédateurs disparus. Leurs mouvements étaient parfaitement synchronisés, plus comme ceux de machines que comme ceux d'êtres vivants. Aucun d'eux ne parla en posant le pied sur la pierre rougeâtre du plateau désertique. Devant eux se dressait un véhicule solitaire, un plateau désertique. Devant eux se dressait un véhicule solitaire, noir mat, brûlé par la chaleur, sans ornement, pas de bannière, pas de cortège d'accueil, pas de garde d'honneur, juste le vent, le soleil et la poussière. Un humain en treillis était appuyé contre la portière côté conducteur, les bras croisés, ses lunettes de soleil reflétant les silhouettes qui approchaient. Son badge indiquait « Harris ». Il ne salua pas. « Vous êtes en retard », dit-il en ouvrant la portière passager. « Montez ». Shura cligna des yeux, un lent et délibéré plissement des yeux. Ce n'est pas le protocole standard pour l'accession à une planète. Harris haussa les épaules. Pas une planète standard. Ils entrèrent sans protester. Le trajet fut long et silencieux. Le paysage s'étendait à perte de vue. Une terre plate et craquelée, interrompue par quelques arbres morts ou quelques rochers calcinés. Une fine ligne de montagnes noires scintillait à l'horizon. Finalement, le transport franchit une crête, révélant une installation partiellement encastrée dans la base d'une mesa. Murs anguleux, blindage renforcé, tourelles à profil bas rétractées dans des renfoncements en béton. Pas de drapeau, pas d'insigne, juste des ombres, de la chaleur et du silence. Le véhicule entra par une porte rétractable, disparaissant dans un tunnel creusé à même la roche. À l'intérieur, la délégation fut conduite dans un large couloir aux murs composites noirs et aux poutres apparentes. Des lumières pâles éclairaient le sol et de légers bourdonnements provenaient de machines invisibles. Il n'y avait ni garde, ni grande salle, ni aucun signe de préparation cérémonielle. Dans la salle, l'un des analystes chuchota à Miko. « Tu crois qu'elle prêtera serment ?» Miko esquissa un sourire narquois, sans lever les yeux. Elle n'arriverait pas à la deuxième clause. Au fond, une porte s'ouvrait sur une pièce rectangulaire, fonctionnelle et sans décoration. Une table unique trônait au centre, flanquée de 10 chaises, la moitié occupée. La pièce sentait légèrement le métal et l'ozone. À la tête de la table se trouvait le commandant Otto Bertrand. Sa posture était immobile, maîtrisée. Les mains jointes sur un bloc-notes, le regard gris rivé sur les invités entrants avec le regard détaché d'un tireur d'élite. Son uniforme était d'un noir mat simple, le col bordé d'une fine bande argentée. Aucun grade affiché, aucune décoration. Le major Noah Philbin se tenait au fond de la salle, les bras croisés sur un gilet renforcé, l'expression indéchiffrable. Il ne dit rien, se contentant d'observer. À la gauche de Bertrand, le docteur Miko Tanaka s'appuyait nonchalamment contre une console, mâchant quelque chose et tenant un sac en papier. Ses cheveux étaient tressés sur une épaule, sa blouse déboutonnée. Son visage s'illumina d'un amusement serein lorsque les extraterrestres entrèrent. Les portes se refermèrent derrière eux dans un léger sifflement. Shura s'avança d'un ton instantanément cérémonieux. « Au nom du dynaste éternel et du haut exécuteur du domaine Zaorak, moi, haute diplomate Shuranel, initie le protocole officiel de premier contact pour l'assimilation du système. Vous serez désormais... » Philbin ne bougea pas, mais une légère lueur traversa la pièce. Une ondulation statique parcourut le sol pendant une demi-seconde, à peine perceptible. L'un des agents de sécurité humains près du mur
actionna un interrupteur dissimulé dans son poignet. Instantanément, un signal biométrique de faible puissance se déclencha dans la pièce. Les gardes d'honneur ne réagirent pas, mais une sous-couche de leur armure clignota brièvement. Des capteurs internes commencèrent silencieusement à transmettre des données physiologiques à travers leurs propres filtres environnementaux, inconscients d'être écrémés. Du plafond, un drone s'adapta. Un autre émergea d'une bouche d'aération murale, petit, silencieux, en position ajustée. Un autre émergea d'une bouche d'aération murale, petite, silencieuse, une sphère noire pas plus grande qu'un pamplemousse. Son objectif tourna, capturant des images multispectrales de la posture, du rythme cardiaque et des micro-expressions de la délégation. Jura continua de parler, inconscient. Bertrand ne se leva pas. Il ne fit même pas un geste. Il la laissa parler. Tout en récitant les cadres juridiques impériaux et les doctrines culturelles, Miko traversa la pièce, un sac en papier à la main, et s'approcha d'un des imposants gardes d'honneur. Elle s'arrêta à 1 mètre. Le soldat la dominait de toute sa hauteur, 2 mètres d'armure respirante et de joints hydrauliques. Il resta immobile, sa visière luisante. Miko lui tendit le sac. À l'intérieur, du pop-corn frais et salé. « Tu en veux ?» demanda-t-elle en inclinant légèrement la tête. Le bourdonnement au-dessus de lui pulsa. La température corporelle du garde grimpa légèrement, un demi-pas d'hésitation. L'autre déplaça son poids, une main gantée tressaillant vers son arme. Jura hésita au milieu d'une phrase. Sa crête se fléchit d'irritation. Quelle est la signification de cela ? Miko ne répondit pas. Elle esquissa un sourire sec. Le module de traduction bégaya momentanément, incertain de la manière d'interpréter le geste d'interaction. Non menaçant. Déviation culturelle. Insulte. Offre de collation. Intention humoristique. Peu clair. Philbin ricana. Jura recula légèrement, les narines dilatées. On attend de vous que vous receviez la délégation impériale avec déférence et protocole. Cette irrévérence est inacceptable. Bertrand leva les yeux. Il sourit. Puis soudain, il rit. C'était un aboiement bref et aigu, exprimant un réel amusement. Sec, tranchant, assuré. L'un des analystes assis au bout de la table ricana. Un autre se renversa en arrière, croisa les jambes et observa avec un léger intérêt. Bertrand ne se leva pas. Il ne répondit pas à l'accusation. Il laissa le silence s'installer à nouveau. Jura se redressa, tentant de reprendre contenance. Elle jeta un coup d'œil aux gardes, dont l'un était visiblement tendu. Leur respiration s'était accélérée. L'un d'eux serra lentement les poings, leurs articulations se contractant de manière audible. Les drones, au-dessus d'eux, enregistraient tout. Pas de menaces, pas d'armes, pas d'avertissement. Juste des humains. Détendus, confiants, irrespectueux. Je vais signaler cela à l'exécuteur lui-même, dit Jura froidement. Assurez-vous d'orthographier correctement nos noms, marmonna Philbin. Une lueur traversa le visage de Jura. Elle perdait le contrôle du récit. Son regard scruta à nouveau la pièce, troublé par la désinvolture, l'informalité, l'indifférence totale. Bertrand finit par se pencher en avant, les bras posés sur la table. Il la regarda droit dans les yeux. « Dis-moi, dit-il à voix basse, presque amusé, vous saluez toujours les gens de cette façon quand vous pensez qu'ils ne peuvent pas riposter ?» Jura ne répondit pas. Le drone au-dessus de lui se déplaça une fois de plus, se concentrant sur le tremblement sous sa mâchoire. Il catalogua tout et le renvoya silencieusement à son poste. Philbin jeta un coup d'œil au flux sur l'écran de son poignet. « Enregistrement terminé », murmura-t-il. « Paquet enregistré. Signature comportementale confirmée. » Le silence qui suivit le rire de Bertrand ne dura pas longtemps. Son sang-froid s'effritant et le protocole s'effritant, Jura s'avança, l'air amusé. Sa voix trancha l'air froid de la salle. « Ce comportement est inacceptable. Vous vous adresserez à nous avec le protocole dû à l'ordre Estella. Votre conduite est une insulte non seulement à cette délégation, mais au Dominion lui-même. » Elle fit un pas mesuré en avant, les épaules carrées, la crête bien haute. Son ton, autrefois cérémonieux, était désormais empreint d'autorité. Tout manque de respect supplémentaire entraînerait des représailles formelles. Ses paroles restèrent en suspens un instant. Les 2 gardes d'honneur de Cyrique derrière elle ajustèrent leur posture, subtilement mais sur la défensive. Le plus lourd activa une sous-routine dans son blindage.
Un léger carillon confirma que son état de préparation était passé de passif à prêt, alerte. Le major Noah Philbine ne réagit pas. Les bras restèrent croisés. Il se tourna simplement légèrement vers le commandant Otto Bertrand et attendit. Bertrand était déjà en mouvement. Il tapota 2 fois le bord de la table. Les lumières s'éteignirent en réponse et une douce énergie bleutée holographique parcourut sa coque. Mais en quelques secondes, des superpositions commencèrent à peupler la projection. Lignes clignotantes, secteur cerclé de rouge, nœud de diagnostic, le vaisseau amiral de l'exécuteur Tissard, dit-il d'une voix calme, actuellement en orbite équatoriale basse. Vous remarquerez l'angle mort ici, le quadrant inférieur du bouclier arrière, un défaut récurrent dans la lignée des conceptions de la classe d'Otarn. Il désigna un arc rouge surligné sous le vaisseau. Nous avions confirmé l'instabilité il y a 17 ans, toujours présente. L'expression de Shura se durcit. Et là, poursuivit Bertrand, un goulot d'étranglement thermique près de vos condensateurs dorsaux. Ce pic n'est pas seulement de la chaleur. C'est une fuite due à la dégradation du champ de confinement magnétique. La projection agrandit la section en question. De nouvelles annotations apparurent. Seuil de stress prévu. Plage d'oscillation de puissance. Délai de réponse estimé. Les gardes d'honneur se déplacèrent à nouveau. La visière du plus grand se rétrécit. Leur respiration changea suffisamment subtilement pour passer inaperçue de la plupart, mais pas des drones qui planaient toujours silencieusement au-dessus. Les lèvres de Jura s'entr'ouvrirent comme pour interrompre, mais une autre voix traversa la pièce. Voici l'exécuteur Tizard. La transmission provenait du pont de la volonté de Dotan, connecté par les implants du délégué. La voix de Vaelen Tissard était plus grave que Jura, résonnant, sec, presque mécanique. Vous allez mettre fin immédiatement à cette surveillance non autorisée. Vous êtes en violation du code interstellaire. Ceci est votre dernier. Il marqua une pause au milieu de sa phrase. Sur la projection, de nouvelles données commencèrent à défiler. Graphique d'intégrité des liaisons croisées, télémétrie structurelle en temps réel et hiérarchie de commandement interne exposée et étiquetée dans le script de Terran. La voix de Valen revint, plus aiguë, déclencher la coupure du signal. Ignorer leur canal de projection. Bloquer la transmission. Un silence s'installa un instant. Puis, la voix d'un officier extraterrestre résonna faiblement à travers la liaison ouverte. Exécuteur, l'intégrité du signal reste stable de leur côté. Nous sommes incapables de perturber. Des sous-programmes réaffectent l'énergie des systèmes secondaires, déclenchant le blindage des données, dit un autre officier. Philbin tapota son écran une fois. Redirigé avant la fin de la transmission du paquet de commandes, nous avons falsifié leur carte de modulation au dernier trimestre. Un battement. Contre, répondit Philbin, observant une faible lumière verte se stabiliser sur son écran. Nous avons corrigé cette manœuvre il y a 6 mois. Une superposition visuelle a clignoté en rouge sur le pont de Dotarn. Le blocage a échoué 1 seconde plus tard. Il a disparu. Bertrand n'a pas cligné des yeux. La projection s'est décalée de manière transparente. Une nouvelle couche s'est déployée autour du modèle de Dotarn, cette fois une simulation holographique. Fenêtre intitulée « Opération Helix variante 6D », données tactiques défilaient le long des marges. Le docteur Miko Tanaka, toujours allongé près de la console, son sac en papier à la main, tapota le bord de son interface. La simulation commença. Un horodatage brillait dans le coin. T plus 0 secondes. Dans la simulation, la volonté du Dotarn rencontra un groupe de combat humain. 6 vaisseaux, plus petits et apparemment désorganisés. En quelques secondes, les vaisseaux humains se déployèrent en un large V, déployant un réseau de capteurs coordonnés. Le Dotarn ouvrit le feu. À 0 secondes plus 9, sa coque subit sa première brèche critique. 14 secondes plus tard, le noyau du bouclier s'effondra. 17 secondes plus tard, le Dotarn n'était plus qu'un amas de débris cinétiques. La simulation se figea, pas de bannière de victoire clignotante, juste un horodatage et l'image statique d'un cuirassé impérial fracturé. 17 secondes. Le silence se répandit dans la pièce comme un gaz lent. L'un des gardes d'honneur inclina légèrement la tête vers la projection. L'autre fléchit ses doigts massifs, ses griffes claquant contre ses articulations blindées. Jura fixa l'image. Ses yeux tressautèrent une fois.
Sa crête s'abaissa d'un demi-degré. Philbin ne la regarda pas. Sa voix était sèche, presque désinvolte. On n'a pas joué ce scénario aujourd'hui. Celui-là date de la semaine dernière. Miko sourit. On aime bien garder les choses fraîches. Jura prit une inspiration. La voix de Valen ne résonna pas. Sur le pont du testament de Dotarn, un assistant jeta un coup d'œil en coin à l'exécuteur testamentaire, attendant des ordres, aucun ne vint. Le champ d'attention s'étendit à travers la fosse de commandement. Silence électrique, non dit. Bertrand tourna lentement vers l'autre côté de la table, les mains derrière le dos. La projection pivotait maintenant, montrant les relevés télémétriques de la simulation. Vecteur d'impact, chaîne de défaillance du système, chronométrage de la surcharge du réacteur. Pas de théâtre, dit-il doucement, juste des chiffres, physique, mathématiques. Miko s'avança, tapotant son pavé numérique. Elle fit apparaître un historique des formes d'ondes, couvrant 27 ans. « Vous parlez ouvertement depuis longtemps, dit-elle, passant d'un groupe de données chiffrées à un autre, en comparant les transcriptions humaines. Nous n'avons pas eu besoin de déchiffrer vos codes. Vous avez laissé la porte ouverte et suivi le même chemin à chaque fois. Le domaine Zarek recycle les cadres diplomatiques en cycle fermé toutes les 64 semaines, comme une horloge. Elle s'arrêta devant une ligne de chaînes hexadécimales. Celle-là, vous l'avez utilisée sur une colonie minière de la ceinture de Zacharie il y a 8 ans. On en a capté l'écho ici. Vous appelez ça un hymne d'annexion. Nous, on appelle ça un schéma. Jura regarda Miko, la simulation, puis Bertrand. Jura regarda Miko, la simulation, puis Bertrand. Vous avez écouté. Vous avez écouté, répéta Bertrand. Vous avez observé. Vous avez attendu. Philbin décroisa les bras. Vous pensiez que nous étions désarmés, inconscients. Ce n'est pas seulement de l'arrogance, c'est aussi une mauvaise analyse. L'écran s'est éteint. L'hologramme est devenu noir. Seule la faible lueur des plafonniers subsistait. La délégation se tenait silencieuse. Personne ne bougeait. Finalement, Miko enfourna un grain de pop-corn et se tourna vers la délégation de Veilin. « N'essaie pas, dit-elle d'un ton léger, la bouche à moitié pleine. Cette chronologie est verrouillée depuis des années. » Jura ne dit rien. L'un des gardes reporta son poids sur ses talons. Une micro-expression passa sur son visage, une expression que même son armure ne pouvait dissimuler. Le doute, le mythe de la supériorité de Zarak, venait de trouver un horodatage, et il s'arrêta à 17 secondes. Une impulsion basse fréquence parcourut les couloirs souterrains de la base Arabo. Sur le pont de commandement principal, l'un des panneaux latéraux clignota en vert pour la première fois depuis des années. La lumière était faible, stable et reconnaissable derrière lui. L'air était immobile. La voix de Bertrand brisa le silence. Début de la phase 2. Instantanément, au plus profond de la Terre, les cloisons d'acier se déverrouillèrent avec des gémissements sismiques. Les ascenseurs descendaient à des niveaux non répertoriés dans aucun registre officiel. Des lumières vacillaient dans les couloirs fermés. Des séquences de code, vieilles de plusieurs décennies, étaient recompilées en directives actives. Le système n'hésita pas. Il se souvenait. Ailleurs, dans une salle bordée de racks en acier froid et de conduits de fibre optique isolés, une rangée d'opérateurs ajustait silencieusement leurs casques. Parmi eux, le colonel Victor Sorin se tenait au centre, les bras croisés dans le dos. Sa voix était basse et posée. Authentifiez tous les nœuds. Établissez une liaison croisée avec les cœurs de mémoire de l'Euphrate. Aucun bruit extérieur. Un technicien à proximité, le lieutenant Maddox, le plus jeune de l'étage, tapa une séquence de commandes. À travers le monde, et bien au-delà, des ressources longtemps inactives commencèrent à s'activer. 28 ans plus tôt, une capsule avait fissuré la surface de l'océan à 500 km à l'ouest de l'atoll de Midway. Elle coula rapidement, sans laisser de traces visibles. Son impact n'avait pas été enregistré par les réseaux sismiques publics. Mais Rebo l'attendait. À l'intérieur de la capsule, un alliage inconnu de la métallurgie, gravé de symboles d'une langue encore inconnue de l'humanité. La capsule fut transportée dans un laboratoire sous-marin et, au cours des 3 années suivantes, ces systèmes furent soigneusement démontés, rétroconçus et cartographiés par couches. Ils contenaient des journaux de télémétrie à bande basse, des protocoles de commande, des cartes routières partielles de l'espace lointain et une image de la Terre. L'image datait de 200 ans, satellite rudimentaire, infrastructure de l'ère de la vapeur,
Une seule légende écrite en vieux glyphes Rakvek, colonie primitive, aucune menace. Cette phrase était imprimée et encadrée dans la salle de guerre privée du fondateur d'Erebo, le général Thomas Averell. Il ne l'a jamais démontée. De retour dans le présent, au-dessus de l'horizon orbital, la volonté du Dotarn flottait immobile. À l'intérieur de son noyau de contrôle, l'exécuteur Vilan Tizar se tenait silencieux, les yeux rivés sur la cascade de données devant lui. Les glyphes se déplaçaient lentement au début, juste une dérive de synchronisation, se disait-il, du bruit, mais maintenant les moniteurs de propulsion étaient en retard, les requêtes d'alignement gravitationnel étaient en cours de retraitement, les sous-systèmes se réfractaient. Il se tourna vers son analyste principal des systèmes, un hybride anda reptilien aux orbites imbriquées et à la respiration, le long de sa mâchoire. Pourquoi recevons-nous des erreurs de parité? L'analyste hésita. Vecteur d'interférence inconnu. Distorsion spatiale localisée, ne correspondant pas au puits de gravité planétaire attendu. Peut être sillage quantique résiduel. Personne ici n'a cette capacité. Valen craqua, mais l'écran pulsa d'un rouge froid et un certain Valen le fixa une seconde de trop à travers le système solaire, dans des zones aveugles invisibles à tout scanner impérial. Les plateformes remuèrent un à un les satellites gravitons masqués par une lentille nulle et cachés dans l'héliosynchronisme. Fente polaire réactivée. Dans la ceinture de Kuiper, sous l'ombre de Kerberos, la plus petite lune de Pluton, une structure ressemblant à une formation de glace irrégulière s'ouvrit de l'intérieur. Une colonne vertébrale mécanique s'éleva, s'alignant sur de faibles traces de rayonnement interstellaire. Sa surface scintilla, un plasma gainant des plaques furtives superposées. Le fantôme de la flotte se réveillait. Pas de fanfare, pas de signal. Juste un mouvement dans l'obscurité, tel des prédateurs se déroulant en eau profonde, sur l'orbite de Titan, caché dans l'ombre thermique de ces nuages denses. 6 hangars s'ouvrirent silencieusement le long de la coque noire d'une station. Les attaches d'amarrage se détachèrent. Les voiles ioniques repliées, les catapultes magnétiques internes commencèrent à tourner dans la série des planètes naines. Une fausse station minière se décala légèrement. La surface rocheuse environnante se fissura et s'effondra, révélant un châssis central de la taille d'un gratte-ciel dont les propulseurs à faibles émissions commençaient déjà à chauffer. Chaque système de lancement était synchronisé avec la mécanique céleste, conçue pour s'engager depuis des points de Lagrange et des orbites obscures. Les relais de commande ne provenaient pas de la surface terrestre. Ils rebondissaient entre des satellites inertes, des carcasses contenant des cœurs d'IA intégrés conçus pour oublier à moins d'être spécifiquement déclenchés. Il venait de se souvenir. À bord d'Erebo, le colonel Sorin observait les marqueurs fantômes de la flotte apparaître sur le globe tactique, les uns après les autres, s'alignant pour former une sphère à 3 niveaux autour de la Terre. Le premier message provenait du réseau Titan. Vecteur Alpha 19 en ligne. Propulsion chaude. Verrouillage de la cible. Passif. Puis, série. Colonne, gamma confirmée. Dérive de synchronisation. Masque anti-radiation stable. Puis, du relais spatial profond, K-delta 7. Formation de la grille fantôme terminée. En attente de synchronisation finale. Il hocha la tête. Dans une aile séparée de la base, scellée sous une voûte magnétique, l'opération Euphrate achevait sa routine. D'anciens journaux clignotaient. Des dizaines de paquets de données clignotaient en pleine résolution. 25 ans d'interception. Bavardage des patrouilles impériales. Carte routière. Schéma de ravitaillement. Écho de commandements perdus dans la dérive stellaire. La plupart avaient été captés non pas par des signaux de ciblage, mais par le largage de sondes dans des amas de météores. Des ingénieurs humains avaient construit des enregistreurs occultés, les avaient accrochés à des débris et les avaient projetés sur des trajectoires balistiques dans l'espace patrouillé par Zorak. 1 sur 10 était revenu. C'était suffisant. L'un de ces paquets contenait la structure audio complète d'une sirène d'alerte navale Zorak, désormais reconstituée, intégrée au système de guerre électronique du fantôme de la flotte. Au-dessus, sur le testament du Dotarn, Valen plissa les yeux. Désactiver les communications. Je veux une réinitialisation complète de nos processeurs de ciblage et de nos données de navigation inertielle. Il s'arrêta. Quelque chose clochait. Une subtile variation gravitationnelle résonna dans les capteurs de la coque avant du vaisseau. À peine mesurable, comme l'attraction d'une lune lointaine.
Mais c'était faux. La force était localisée, directionnelle et fluctuante. Déclencher une boucle de diagnostic, ordonna-t-il. Mais la boucle ne s'arrêta pas. Dans une bande orbitale oubliée depuis longtemps, bien au-dessus de l'équateur terrestre, une série de satellites s'alignèrent. Ils n'émettaient pas, ils absorbaient. De minuscules micro-explosions de distorsion gravitationnelle se propageaient vers l'extérieur, alternant fréquences, jusqu'à ce que l'une d'elles entre en résonance avec le champ d'entraînement du Dotarn. La coque extérieure du vaisseau réagissait comme un diapason, résonnant dans un écho harmonique grave. À l'intérieur des systèmes impériaux, les journaux d'erreur commencèrent à s'accumuler. À Erebo, Bertrand se tenait seul dans une alcôve d'observation, loin de la salle de guerre principale. Il observait une projection nette de l'orbite terrestre supérieure, désormais recouverte de subtiles manipulations. Invisible au public, indéniable pour ceux qui comprenaient la mécanique orbitale. À côté de lui, Miko arriva avec une tablette. « Aucun signe de contre-impulsion, dit-elle. Ils réagissent lentement, probablement encore en train de concilier ce que nous faisons. » Bertrand hocha la tête. « Si vous voyez les pièces bouger, c'est déjà trop tard. » Elle sourit faiblement. « Exactement. L'illusion du chaos. La précision du contrôle. » Derrière eux, la terre sombre tournait silencieusement, entourée d'ombres qui commençaient enfin à bouger. La pression montait, subtile, silencieuse, précise. Depuis l'orbite, la volonté du Dotarn semblait toujours impassible, sa coque captant la lumière des étoiles telle une relique triomphante. Mais au sein de ces systèmes centraux, les distorsions gravitationnelles initiées par des forces invisibles avaient déclenché une réaction en chaîne qu'aucun capteur n'avait encore classifiée et qu'aucune doctrine n'avait prise en compte. Au-dessus de la Terre, la volonté du Dotan flottait en silence. Ce qui avait commencé par de subtiles irrégularités du système, boucles de recalibrage à peine perceptibles, latence nanoseconde des amortisseurs inertiels, se propageait désormais en cascade sur la colonne vertébrale du vaisseau comme la pourriture de l'alliage. Violin Tizard se tenait dans le berceau de commande au centre de la passerelle, les yeux rivés sur les flux de diagnostic défaillants qui pulsaient en rouge dans chaque sous-système majeur. Les stabilisateurs gravitationnels du cœur profond du vaisseau entraient dans des cycles de défaillance récursifs. Ils ne l'avaient pas autorisé. Personne ne l'avait autorisé. « Pourquoi la géométrie de notre bouclier s'effondre-t-elle en harmonique ?» demanda-t-il. Entrer dans des cycles de défaillance récursifs. Il ne l'avait pas autorisé. Personne ne l'avait autorisé. « Pourquoi la géométrie de notre bouclier s'effondre-t-elle en harmonique ?» demanda-t-il. Personne ne répondit immédiatement. Le silence était un vide de compétence. Depuis la console éloignée, le sous-commandant Lorick avançait avec hésitation. Il était plus jeune que la plupart des officiers de commandement. Plus petit, moins décoré. Un hybride Galari à la peau sombre et aux crêtes écailleuses le long du cou. Sa voix, bien que basse, laissait transparaître une pointe de tension. « Exécuteur, j'ai réinitialisé les générateurs de chant 3 fois. » Il se recompile, se stabilise pendant 2 secondes, puis s'arrête sous l'effet du feedback. Quelque chose agit de l'extérieur. Velen se tourna lentement vers lui. Le différentiel gravitationnel est inférieur au seuil de contre-force active. Ce vaisseau est doté d'un blindage à masse résonante nulle. Rien sur cette planète ne pourrait le neutraliser. Lorick fixa sa console. « Alors, ça ne vient pas de la planète, dit-il. » Cela lui valut un regard des autres sur la passerelle. Les regards se déroulèrent. Des mains planèrent au-dessus des terminaux, hésitant entre poursuivre les protocoles de routine ou attendre une commande qui ne viendrait pas. Une alerte retentit sur le dôme supérieur du HUD. Communication, relais interstellaires, erreur de connexion. Réessayez, dit Valen sans se retourner. Réessayez, dit Valen sans se retourner. L'un des officiers Zorak du Castcom, Tirva, un squelettique aux membres arachnoïdiens, se faufila sur une console radiale, ses mandibules claquant sur un ton discret. Signal de commande de relais. Non résolu. Ne cible inaccessible. Voix. Coupé. Passage au réseau de secours, siffla doucement le Tirva. Secours indisponible. Tout le trafic sortant est dévié. De l'autre côté du pont, un autre écran s'assombrit. Des sous-systèmes auparavant sous commande chiffrée commencèrent à renvoyer des erreurs de contrôle. Les paquets de données bouclaient avec un retard artificiel, comme s'ils étaient mis en miroir.
Les mandibules de Vilaine claquèrent, puis Loric de nouveau, silencieux, mais pointé du doigt. Exécuteur, sommes-nous certains qu'il ne s'agit pas d'un sabotage? Le mot transperça le pont comme une rupture. Plusieurs têtes se tournèrent. Le silence tomba brusquement. Valène fit 2 pas en avant. Loric tressaillit. « Répétez-le, » dit Valène. « Je vous dis, monsieur, que nous avons déjà eu des menaces dormantes intégrées dans les ponts inférieurs, des substances synthétiques, des contaminants. Si quelque chose s'est incrusté, » Valène leva la main. Une impulsion sonore déclencha une neutralisation de sécurité. La console de Loric s'éteignit. Un instant plus tard, son implant s'illumina en rouge et sa voix se coupa au milieu d'un mot. Sa respiration s'arrêta un instant, puis reprit, superficielle, mécanique, déconnectée. « Ramène-le à ses quartiers », ordonna Valène. 2 gardes en armure s'avancèrent aussitôt, traînant le sous-commandant hébété hors de la pièce sans protester. Chouranel, debout au fond de l'estrade de commandement, le fixait avec horreur. Sa crête s'aplatissait sur son cuir chevelu. Sa voix, lorsqu'elle parvint, était basse et cassante. « Tu viens de réduire au silence ton propre état-major. » Valène ne se retourna pas. Il avait oublié sa place. Choura s'avança, scrutant les flux de données du regard. Les boucliers clignotaient. Les diagnostics moteurs étaient en rouge. Les commandes d'attitude du vaisseau tremblaient de quelques fractions de degrés. Elle tapa sur sa console de poignet et tapa une séquence d'accès direct. « Je lance un message d'urgence au commandement de la colonne vertébrale du secteur, » dit-elle. « Nous sommes en situation de perturbation coordonnée. C'est une escalade légale. »« Refusé, » répondit la console. Elle se figea. Accès restreint par l'autorité du navire. Les diffusions externes sont bloquées au niveau d'autorisation d'exécution. « Je ne l'ai pas bloqué, » dit Valène. Le vaisseau l'avait fait pour lui. Jura fixa la console comme si elle l'avait frappé. Un bourdonnement lointain vibra à travers la coque, faible et sans direction, le genre de résonance qui n'avait pas sa place sur un vaisseau comme celui-ci. « Exécuteur » chuchota l'un des ingénieurs de vol. « Notre pression de coque est stable, mais les mesures inertielles ne correspondent pas à notre orbite. Nous ne sommes pas là où nous sommes censés être. C'est impossible. » Et pourtant, les chiffres ne mentent pas. Un puits gravitationnel, faible, artificiel, d'une précision chirurgicale, tirait sur leur trajectoire. Pas assez pour les déplacer. Juste assez pour perturber tous les systèmes internes conçus pour s'aligner sur l'espace-temps. Le cerveau du vaisseau était en proie à des hypothèses. Sous la surface, loin en dessous, la salle de commandement des Rébeaux restait sombre. L'écran tactique n'affichait rien. Aucune cible, aucun verrouillage, aucune flotte. Une seule ligne de données alimentée par un processus d'IA profond connu sous le nom de Alio. Le capitaine Richard Hanley se tenait près de l'interface, les bras à ses côtés, et regardait le résultat défiler sans le toucher. Précision de prédiction, 98%. 6. Prochaine réaction du pont. L'exécuteur émettra un verrouillage de menace interne. Délai estimé, 4-3. Prochain déclencheur recommandé, aucun. Maintenir le confinement passif. Alliot avait déjà cartographié les schémas opérationnels du vaisseau impérial, grâce à 2 décennies de déconstruction du langage, de modélisation du comportement et d'extrapolation du décalage des capteurs. Il savait ce que l'exécuteur ferait avant lui. Hanley resta silencieux. Derrière lui, un officier subalterne nommé Carlisle jeta un coup d'œil depuis son terminal secondaire. Devrions-nous mettre à jour les réseaux externes? Les anomalies commencent à se multiplier. Hanley secoua la tête. Ils vont se stabiliser. C'est le but. L'écran s'ajusta à nouveau. Précision de la prédiction, 99,1%. L'exécuteur tentera de neutraliser directement la sécurité de propulsion. La commande sera bouclée. De retour à la volonté du Dotarn, Valens frappa du poing la console. Rediriger l'énergie des réseaux auxiliaires. Je veux un contrôle manuel de l'alignement des propulseurs maintenant. L'un des techniciens système, Schimmerskeld et Tenny, agités de spasmes nerveux, ont répondu sans se retourner. L'accès à la racine de navigation est bloqué. La boucle de sécurité rejette les entrées. Alors, désactivez la sécurité. Monsieur, la sécurité n'a jamais été activée manuellement. C'est autonome.
Un frisson parcourut la pièce. Shura recula, sa crête s'abaissant sous l'effet d'une panique visible. Sa voix se brisa pour la première fois. On ne nous attaque pas, on nous manipule. Bertrand, qui observait depuis la surface, ne dit rien. Son écran était éteint. Bertrand ne dit rien. L'écran devant lui resta inchangé. Chaque ligne d'échec qui se déroulait au-dessus était prévisible, mais pas encore achevée. L'air à bord du Dotarn n'était plus immobile. Il était dense, non pas de mouvement ou de bruit, mais de prise de conscience. Quelque chose avait changé, non pas dans l'espace, mais en eux. Depuis le poste de commandement central, Valentizar marchait lentement, les dents serrées derrière sa bouche close, les lumières de son casque crânien pulsant de frustration. Les systèmes vacillaient encore, la synchronisation ne revenait pas, et son équipage se déplaçait comme des fantômes. L'inertie n'était pas technique, mais psychologique. « Sabotage !» dit-il d'un ton sec, la voix hachée et délibérée. Ils ont enfreint le protocole interstellaire. Les humains se sont livrés à une infiltration cybernétique non déclarée, une manipulation stratégique en violation de l'accord. C'est un crime de guerre. En surface, dans la salle de commandement des Rébeaux, Bertrand se tenait les bras croisés, une botte légèrement ancrée en avant. Son visage ne trahissait ni satisfaction ni triomphe. Il inclina simplement légèrement la tête en entendant la transmission, comme s'il entendait une excuse fatiguée d'un enfant. Il ne parlait pas, mais Miko le faisait. Elle se tourna vers une console de projection secondaire et tapota le centre de la pièce, remplie d'une projection actualisée de la volonté du Dotarn, non pas telle qu'elle était maintenant, mais telle qu'elle était 15 heures plus tôt. Un réseau complet de satellites humains, de microsats, de nuages de drones et de systèmes flottants furtifs était déjà en place avant que le cuirassé impérial n'entre en orbite terrestre. Le ton de Miko était glacial. Votre vaisseau n'était jamais seul. Vous avez pénétré dans un couloir près, scanné, déjà enfermé dans un confinement passif. Vous n'avez simplement pas remarqué. Elle tapota à nouveau. Une autre projection, celle-ci. Une superposition isométrique de trajectoires satellites, de zones de silence d'armes et d'angles morts conçues pour permettre l'arrivée du Dotarn, sans entrave, sans alerte et complètement encerclé. Vous pensez que tout a commencé quand vos diagnostics ont échoué ? Demanda-t-elle. Vous avez été compromis avant de vous dévoiler au-dessus de l'hémisphère sud. Au fond de la pièce, le lieutenant Rhys s'adossa à son siège, les bras croisés derrière la tête. Franchement, marmonna-t-il, on attendait mieux d'un empire aussi vieux. L'un des analystes techniques ricana. De retour à bord du Dotarnswil, la température avait changé au sein de l'équipage. Non pas la température physique, mais le sentiment, la certitude, la doctrine. Il avait disparu. Shuranel se tenait immobile au bord du cercle de commandement, observant les nouvelles données qui circulaient sans filtre sur leur communication. Pas de cryptage, pas de blocage. Juste une humiliation de précision. La fosse de commandement sous elle scintillait d'alerte. D'autres systèmes se détachaient du réseau neuronal du vaisseau. D'autres journaux retournaient nuls. Les yeux de Valen brûlaient en voyant la projection planant au-dessus du centre du pont. « Vous avez violé nos systèmes centraux », rétorqua-t-il. « Vous avez envahi un vaisseau militaire souverain. C'est une agression. » Une image lente et nette remplaça la carte. Un balayage de haut en bas de la volonté du Dotan, entouré de marqueurs sphériques, chacun indiquant un satellite humain, un drone ou un émetteur passif. L'animation se rembobina, montrant la formation de la grille quelques jours avant même l'arrivée du vaisseau impérial. Savez-vous ce qui est vraiment agressif ? La voix de Miko résonna dans le canal ouvert. Amener une barge de guerre dans l'atmosphère de quelqu'un sans y être invité. Vilan s'avança, les yeux brillants. Nous sommes le Dominion. Nous maintenons l'ordre. Et pourtant, dit finalement Bertrand d'une voix calme et posée, tu as perdu la tête dès ton arrivée. Vilan se figea. Le poids de ces mots ne s'abattit pas comme un coup. Ils atterrirent comme une fatalité. L'équipage de la passerelle ne dit rien. L'écran illuminait leurs visages, leur montrant l'impossible. Ils étaient déjà vaincus, pas détruits, pas visés, juste contenus. Au niveau inférieur de la passerelle, un officier de navigation subalterne, à peine sorti de son cycle d'initiation, un homme Dravani souple à la peau grise et douce et aux marques argentées sur le cuir chevelu, se penchait vers une console de soutien, les yeux écarquillés.
Il murmura « Ce n'est pas dans les manuels. » Personne ne le corrigea. « Ce n'est pas dans les manuels. » Personne ne le corrigea. À quelques mètres de là, l'un des gardes d'honneur déplaça son pied gauche vers le droit. Sa prise sur son arme se relâcha. Un autre, près de la porte blindée, tourna légèrement la tête. Ses yeux ne cherchaient pas de menace. Il scrutait les issues. Plusieurs consoles autour de la passerelle s'éteignirent, non par erreur, mais par désengagement délibéré. Les opérateurs se détournèrent de leur poste. Un à un, la volonté d'agir s'évanouit. Face à Valen, l'un des officiers tactiques internes, une Talvec aux yeux pâles et aux cornes en forme de crête repliée sur le crâne, retira lentement sa visière de commandement et la mit de côté. Personne ne lui ordonna de s'arrêter. Un autre technicien se pencha, déconnecta un câble de retour de leur prise de coup et le laissa pendre. La matrice de commande resta ouverte, mais l'Empire n'avait plus le contrôle. L'éclairage de la passerelle s'éteignit légèrement, tandis que les systèmes internes du vaisseau réaffectaient l'énergie sans instruction, passant en mode économie d'énergie qui n'avait jamais été commandé. Les systèmes environnementaux se sont désamorcés. Le contraste de l'écran a été ajusté pour une optique conforme aux normes humaines. Ce n'était pas une soumission. C'était une reconnaissance. En bas, dans l'alcôve de sécurité, l'un des gardes, jeune, large d'épaules, de la caste des Kreital, a baissé son fusil à plasma jusqu'à sa hanche. Il ne l'a pas lâché, il l'a simplement laissé reposer. Son partenaire à ses côtés regardait droit devant lui, la visière sombre, immobile comme la pierre, mais sa respiration avait changé, plus lente, plus superficielle, même l'armure le remarqua. De retour à Erebo, les opérateurs humains ne parlèrent pas, ils ne célébrèrent pas. Ils observèrent silencieusement la vidéo, tandis que les rangs de l'équipage impérial cessaient de se déplacer comme une armée et reprenaient leurs mouvements individuels. Miko plissa les yeux en voyant un nouveau flux de télémétrie et murmura, presque à voix basse. « Il se déconnecte. » Bertrand regarda l'écran devant lui. Il n'affichait aucune alerte, aucune bataille, aucune solution de tir. Juste la lente dissolution de la doctrine. Une ligne de code apparue dans l'interface, extraite d'une macro d'observation suivant les changements de comportement. Sous-routine. Effondrement du noyau. Défaillance de l'intégrité symbolique. Doctrine du renseignement d'origine électromagnétique. Statut. Actif. Et sur le pont du Dotharnswil, alors que le vaisseau flottait dans un silence absolu, la dernière image encore affichée sur leur interface principale était la même projection qu'ils ne pouvaient plus nier. La Terre, encerclée, en attente et silencieuse. La Terre entourée d'attente et de silence. Le silence à bord du Dotharn, la volonté était passée de tendue à absolue, les lumières atténuées non pas par les dégâts, mais par le détachement. Les consoles ne clignotaient plus avec des alertes, il n'avait plus rien à dire. Le vaisseau impérial, autrefois l'incarnation de la domination, flottait comme un monument en stase, pris entre présence et insignifiance. À l'intérieur du centre de commandement d'Erebo, l'atmosphère était plus froide que d'habitude, non pas à cause de la température, mais à cause des silences. Le commandant Otto Bertrand se tenait immobile au centre de la plateforme d'observation. Son expression n'avait pas changé depuis des heures. La tension dans la pièce ne montait pas. Elle n'avait nulle part où aller. Le major Noah Philbane se tenait juste derrière lui, les bras croisés, observant l'interface tactique. Un champ sombre d'icônes vertes brillait en sphère autour de la Terre, chacune représentant un vaisseau, chacune invisible. Aucune n'avait bougé. De l'autre côté de la pièce, le docteur Miko Tanaka se pencha et posa la paume de sa main sur un pavé tactile encastré dans la console en verre. Dès qu'elle appuya sur l'écran mural, celui-ci se décala. Il n'affichait plus les schémas internes du Dotharn, ni les flux de capteurs, ni les relevés de puissance. À la place, une analyse complète des données du spectre défilait lentement sur l'interface. Bandes acoustiques, échothermiques, champs électromagnétiques. Tous les graphiques étaient plats. Zéro émission, zéro impulsion, aucune résonance gravitationnelle, pas même de parasites. Miko pencha la tête. « Panne totale du spectre ?» dit-elle sans détourner le regard. « Ils n'émettent rien. Ils ne laissent même pas échapper de chaleur résiduelle à travers leur réseau de capteurs. » Philbane plissa les yeux vers la télémétrie. Pas de dérive subspatiale. Pas de brume d'impulsion. Il claqua la langue. Ce vaisseau aurait aussi bien pu être un rocher.
Quelques opérateurs à l'étage supérieur s'agitèrent sur leur siège, mal à l'aise face à l'immobilité. Ce n'était pas de la peur, c'était de la compression. Le silence n'était plus passif, il était stratégique. Miko appuya sur une autre invite. Le flux tourna autour de plusieurs satellites externes. Chaque angle de la volonté du Dotarn, chaque caméra silencieuse. Puis elle tourna la tête et jeta un coup d'œil à Philbine. Leurs regards se croisèrent. Elle ne dit rien. Il hocha la tête. Depuis la console inférieure, une longue file de noms codés commença à défiler sur l'écran de Philbin. Des vaisseaux furtifs de la série, d'autres cachés derrière le Terminator de Titan. Une douzaine d'intercepteurs géocroiseurs positionnés derrière des ombres orbitales. Erreur dogmatique. Charge utile facultative. On ne plaisantait pas. Distance de sécurité minimale. Le jeu à long terme. Subtil comme une brique. Le regret de l'orbite basse. Chacun était sombre. Chacun prêt. Ils sont en position depuis 9 jours, dit Philbin à voix basse. Tous. Il leur manquait juste la permission d'agir. Bertrand ne répondit pas. Son regard resta fixé sur l'écran principal. À bord du Dotarn Swill, la voix de Juranel rompit le silence de la passerelle, non pas avec force, mais avec désespoir. Nous sommes un envoyé militaire du domaine Zorak. Notre positionnement est dans les limites de tolérance opérationnelle. Nous maintenons la souveraineté de la présence système. Elle marqua une pause. La console ne répondit pas. Personne ne répondit. De l'autre côté de la passerelle, les membres de l'équipage ne se déplaçaient plus avec précision. Le pool du vaisseau était apaisé. Même la faible vibration des systèmes actifs s'était presque estompée. Valentisa n'avait pas bougé depuis 5 minutes. Il se tenait devant le hublot obscur, dos aux autres, la courbe de son armure squelettique, éclairée seulement par le reflet des écrans désormais éteints. Les lumières intégrées à son casque vacillèrent une fois, puis restèrent faibles. Il ne dit rien, et ce silence en disait long. L'un des officiers de communication, une calrite pâle avec des implants oculaires à miroir, chuchota vers sa console, sans même savoir si elle était alimentée. Émetteur principal verrouillé. Signal de réponse sans amont. Pas d'engagement de fréquence. Il n'écoute pas. Il n'essaie même pas, marmonna un autre membre d'équipage. À l'intérieur d'Erebo, Miko se détourna de l'écran du capteur et se dirigea vers Bertrand et Philbin. Indice temporel, 030, dit-elle. Télémétrie stable. Tous les satellites alignés. Les trajectoires FTL restent froides. Aucune réaction de la volonté. Philbin gardait les yeux rivés sur l'écran de la flotte fantôme. Et notre grille? En attente. Tous les vaisseaux sont verrouillés. Passifs seulement. Zéro émission. Il hocha la tête une fois. Ils ne savent pas ce qui les attend, répondit Miko sans émotion. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont encerclés. La salle se figea, non pas sous l'effet de la tension, mais avec une sorte de recueillement, un instant façonné par un silence chirurgical. Même le bourdonnement des systèmes en arrière-plan avait été supprimé. Les opérateurs travaillaient sans un mot. Pendant 5 longues secondes, il n'y eut rien. Pas de tonalité, pas de parasite radio, pas même le bruit ambiant, juste la pulsation de la gravité et l'inéluctabilité de l'exécution. Philbin regarda Bertrand, puis le panneau de contrôle devant lui, simplement marqué « Unilink », mode « visuel actif ». Il n'hésita pas. Il appuya dessus. « Actif ». Il n'hésita pas. Il appuya dessus. Sur le pont du Dotarn Swill, le hublot vacilla. Non pas un dysfonctionnement, mais une commande forcée. Pendant une fraction de seconde, il devint noir, puis la lumière, un visage. Le commandant Otto Bertrand se tenait au centre de l'écran, immobile, entouré d'ombre et de silence. Aucun emblème derrière lui. Aucun éclairage destiné à intimider. Aucune posture ni expression n'était empreinte d'une quelconque affirmation. Il les regardait simplement, ni avec colère, ni avec peur, juste avec certitude. Tous les membres de l'équipage de la passerelle Dotarn se tournèrent vers l'écran, même ceux qui avaient déjà débranché leur console, même ceux qui avaient cherché une issue. Personne ne parla. Shura cligna des yeux. Pas de protocole de poignée de main, pas d'autorisation. Ils ont contourné. Elle ne termina pas. Bertrand ne parla pas. Il n'était pas obligé de le faire. Il se tenait là,
laissant le silence accomplir ce qu'aucune arme n'aurait pu faire. Et sur le pont d'un navire bâti pour la conquête, le poids de ce silence fit s'effondrer quelque chose de bien plus ancien que le pouvoir. Il s'effondra, l'attente, l'écran du testament du Dotarn n'avait plus clignoté. Il ne s'était pas éteint, il ne s'était pas arrêté. Il attendait simplement. Le commandant humain n'avait pas parlé. Il demeurait immobile sur l'écran, plongé dans un silence plus profond que l'espace lui-même. Derrière lui, aucun symbole, aucun drapeau, aucun blason holographique. Juste un cadre ouvert, un fond noir, une ombre s'étirant vers quelque chose d'invisible. Et pourtant, il ne disait rien. Valentissar ne bougeait pas. Ses yeux, ses lentilles antiques, aux reflets ambrés incrustés dans son crâne, reflétaient la projection du visage de Bertrand avec une immobilité troublante. Chaque seconde qui passait enfonçait un clou dans l'illusion de supériorité que la volonté du Dotarn avait portée en orbite. C'était étouffant. Pas d'alarme, pas d'armes, pas de mots. Jusqu'à ce que Bertrand cligne enfin des yeux. Puis il parla. « Vous êtes venu donner des ordres. » Un silence. Non pas pour les faits, mais pour le pouvoir. Maintenant, vous allez entendre les nôtres. Le poids de la sentence ne s'abattit pas sur le pont comme une menace. Il s'imposa comme la gravité, indéniable et absolue. Avant même qu'il ne poursuive, il était déjà clair que l'équilibre s'était inversé. La voix de Bertrand resta calme, dénuée de toute bravade. La soumission ne sera pas acceptée, mais nous sommes ouverts au dialogue. Il marqua une nouvelle pause, puis termina. Entre égaux. Dans la fosse de commandement, chaque officier extraterrestre se figea. Non pas à cause du commandement, mais à cause de quelque chose de plus primitif. Quelque chose d'ancestral. La voix qui n'avait pas peur. La voix qui ne suppliait pas. La voix qui n'expliquait rien. C'était, tout simplement, Bertrand ne coupa pas la transmission. Il tourna légèrement la tête, juste assez pour jeter un coup d'œil hors champ, puis hocha brièvement la tête. Pas d'ordre, pas de pompe. Juste maintenant, à bord du Dotarn, ce fut d'abord une vibration, un son trop bas pour être prononcé, trop grave pour les machines, une tonalité qui dépassait le langage. Il bourdonna à travers le bordé du pont, résonna le long des murs, trembla à travers les supports nervurés du plafond. Une pulsation sourde, presque imperceptible, se fit plus sentir qu'entendre. Une pulsation, plus ressentie qu'entendre. Les lumières de la tour de contrôle s'éteignirent une demi-seconde, puis pulsèrent à nouveau, prenant une légère teinte dorée. Les officiers sur la passerelle regardèrent autour d'eux, perplexes. Quelque chose clochait. Puis, sans transition ni avertissement, l'IA de la passerelle activa un protocole qui n'avait jamais été exécuté en 3 millénaires d'opération. Alerte, classification des risques, totale. Ça clignotait en rouge vif au sommet de chaque console. L'équipe de commandement ne bougea pas. Aucun d'entre eux ne l'avait jamais vu, ni à l'entraînement, ni en simulation. C'était théorique. Un état d'urgence pour une situation que l'Empire considérait comme impossible. Perte de domaine. Les lumières internes changèrent à nouveau, passant cette fois du bleu pâle à un orange pâle. Puis les ombres à l'extérieur du hublot se déplacèrent. D'abord, une faible lueur, comme la lumière des étoiles se réfractant à travers des angles invisibles. Puis un autre. Et encore un autre. En quelques secondes, l'espace autour de la volonté de Dotarn n'était plus noir. Il était bondé. Un à un, des vaisseaux humains apparurent. Ni masqués, ni déphasés, ils émergèrent de leur champ de suppression optique tels des fantômes surgissant du brouillard. Ils ne se démasquèrent pas avec des armes, ils ne lancèrent aucune menace. Ils apparurent simplement, une sphère de coque, d'acier et d'audace, chacune anguleuse, élancée, polie par une technologie silencieuse. Certains assez grands pour défier des croiseurs, d'autres pas plus grands que des navettes, chacun exactement là où il devait être. Sur le pont du Dotarn, l'éclairage changea à nouveau, non pas à cause de variations internes, mais externes. La lumière des nouveaux arrivants se reflétait sur le hublot renforcé, teintant toute la salle d'une faible lueur blanche. Un officier subalterne murmura « Nous sommes encerclés ». Les données des capteurs externes restèrent silencieuses, non pas parce que les vaisseaux ne pouvaient pas être suivis, mais parce qu'ils n'étaient pas scannés. Ils se sont laissés voir. Le flux a commencé à baliser les identifiants, les indicatifs d'appel, les protocoles de dénomination. Oups, on est prêt. Plan Zeta Alpha? Parce que pourquoi pas? Le dernier rire. Doctrine caféine, on vous l'avait dit.
Alors, stratégie de sortie, orbite basse, manuel des regrets, contournement. Pourquoi pas le dernier rire. Doctrine caféine, on vous l'avait dit. Alors, stratégie de sortie, orbite basse, manuel des regrets, neutralisation, charge utile à long terme, optionnel. Chaque nom plus absurde que le précédent. Chacun une parodie de solennité. Le genre d'irrévérence qu'aucun empire ne pourrait jamais comprendre. Parce qu'elle provenait d'une confiance qui n'avait pas besoin d'être validée. Au centre de la projection, un vaisseau planait vers l'avant. Il se déplaçait différemment des autres. Pas de moteur visible, pas de signature d'échappement, pas d'empreinte gravitationnelle détectable, juste une présence. Elle était élégante, taillée comme un morceau de verre noir, blindée d'arêtes vives et d'un revêtement anti-reflet qui déviait la lumière de manière troublante. L'Arkistone. Aucun empire n'avait son nom fiché. Parce qu'aucun empire n'avait le droit de savoir, Bertrand resta immobile à l'écran. Il n'avait pas bougé, pas depuis l'ordre. Et maintenant, il est toujours silencieux, car le silence de centaines de vaisseaux humains en disait long. Sur la passerelle du Dotan, une seule tonalité stridente résonna. Ce n'était pas un avertissement, c'était la tonalité d'accusé de réception interne du protocole de classification des risques de l'IA impériale. Elle retentit une fois, puis une autre. Les lumières du pont s'éteignirent une troisième fois, plus tamisées. L'exécuteur Valen Tizar fixait le ciel. Mais ses yeux, ses lentilles jumelles aux multiples facettes, reflétaient la courbe de la flotte humaine. Chaque nom, chaque silhouette, chaque insulte à l'idée que le domaine Zaourak ait jamais été seul au sommet. Il ne parla pas, il ne pouvait pas. Cette connaissance avait dépassé toute pensée, toute stratégie. Cela avait pénétré leur compréhension. Ils avaient perdu, pas au combat, pas par attrition, par supposition. Un léger bip provenant d'un des terminaux auxiliaires interrompit le silence. Non pas une alerte système, mais un microphone local laissé actif par accident. Et par ce canal ouvert, provenant d'un vaisseau humain de rang inférieur dont l'identification venait d'être étiquetée comme subtile comme une brique, parvint une voix, jeune, masculine, légère et amusée. Hein? Il pensait vraiment qu'on n'était pas prêt. Le pont s'est figé. Le rire n'était pas cruel, on n'était pas prêt. Le pont s'est figé. Le rire n'était ni cruel, ni moqueur. Il était entendu. Un simple soupir d'incrédulité et de satisfaction. Le genre de son qu'une nouvelle génération émet quand l'histoire éclate, et qu'elle est là pour l'entendre. Personne à bord du Dotan ne prononça un mot, et pourtant chaque être présent dans cette pièce comprenait ce qui s'était passé. Ce n'était pas une simple défaite, ce n'était pas un piège, c'était une réécriture de la hiérarchie, un rappel murmuré dans le vide par une espèce qui refusait d'être sous-estimée. Vous êtes venus nous apprendre qui vous étiez, et nous vous avons montré qui nous sommes vraiment. Salut, humain de l'espace. Je suis vraiment curieux de connaître ton avis sur cette vidéo. Laisse un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. Ou dis-moi juste bonjour si tu préfères. Dans tous les cas, j'adorerais avoir ton avis. Oh, et une dernière chose. Tout grand soldat sait que pour survivre et devenir un héros, il est essentiel de prendre soin de soi. Alors avant de partir, jetez un œil aux commentaires épinglés, croyez-moi, c'est important. Et j'ai sélectionné une autre vidéo pour vous. Cliquez simplement sur la carte ici, ou ici si vous voulez la playlist complète. À bientôt.